Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. L'actualité NBA s'est un petit peu chargée ces derniers temps, et bien il fallait que je remette la main à la pâte pour vous proposer une vidéo d'analyse sur le trade de Donovan Mitchell qui arrive du côté des Cleveland Cavaliers. Une arrivée un petit peu surprise parce que Mitchell, on l'annonçait depuis un moment, plutôt en partance du côté des Knicks, et puis les Cavs ont raflé la mise en proposant un package qui a plu à Danny Edge, un package composé de Mark Cannon, de Sexton, de Ubaji, ça c'est leur rookie tout récemment drafté, là en 2022 à la 14e place, et puis un premier tour 2025, 2027 et 2029 non protégé, et un swap potentiel à l'initiative d'Utah bien sûr, en 2026 et en 2028, donc Cleveland fait évidemment tapis de son avenir à moyen terme pour récupérer un joueur impactant, un rendement immédiat, un Donovan Mitchell All-Star, pour contribuer tout de suite, pour faire passer un cap à cette équipe des Cavs. Et avant d'aller plus loin dans l'analyse de cette arrivée et dans une tentative d'évaluation de ce que pourrait apporter Donovan Mitchell à cette équipe de Cleveland, ce qu'il faut déjà noter, c'est que cette arrivée permet aux Cavs de constituer un Big Four, un gros 4, un Fab Four, avec Donovan Mitchell 26 ans, avec Jarrett Allen 24 ans, avec Darius Garland 23 ans, avec Mobley 21 ans, un groupe de 4 joueurs calibre All-Star ou calibre All-Star en devenir, qui est quelque part sécurisé dans la durée. C'est pas un one-shot où on tente quelque chose sur une saison. Du côté des Cavs, là, on a au moins 3 saisons où ce noyau dur peut évoluer ensemble, avec à l'été 2025 au plus tôt, eh bien, une première échéance avec la non-activation de l'option joueur de Mitchell ou la non-prolongation du contrat de Mobley. Donc quoi qu'il arrive du côté des Cavs, on peut prendre le temps de développer ce groupe-là, et on n'est déjà pas dans l'obligation d'avoir un rendement et d'aller gagner le titre là tout de suite la saison prochaine. Donc déjà ça enlève un petit peu de pression et ça permet d'installer une logique un petit peu plus à moyen terme. Et ça c'est toujours intéressant quand vous essayez de construire quelque chose comme les Cavs le font maintenant depuis plusieurs saisons. Par contre, tout ce qu'il était possible de donner à Utah ou presque en termes de tour de draft a été donné déjà en 2023, donc à l'issue de la saison prochaine. Les Cavs ont déjà un tour de draft dans la nature. S'ils font les playoffs, qui a priori, sauf accident industriel, devrait arriver, leur choix appartient aux Pacers. Et après, règle stépienne fait que vous ne pouvez pas échanger 2 années de suite un tour de draft, donc 2024 n'était pas échangeable, et après on a donné 25, 27, 29, donc tout ce qui était échangeable, et en 26, 28 on a fait des swaps, quoi. Donc Cleveland ne se retrouve là sur les 7 prochaines années qu'avec la main sur le choix 2024, donc il faut que ça se passe bien, parce que les capacités de renforcement de l'équipe sont assez limitées. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce trade de Donovan Mitchell, c'est qu'il y a un très gros parallèle entre ce qu'a réalisé Cleveland et ce qu'avait réalisé un petit peu plus tôt à cette intersaison les Minnesota Timberwolves. On a 2 équipes qui sont 2 petits marchés dans la NBA. On a 2 équipes qui ont développé les jeunes et qui ont voulu franchir un cap, franchir le cap symbolique de la qualification en play-off ou presque, et du passage des premiers tours des play-offs, en sacrifiant un avenir à court terme, en sacrifiant des tours de draft et en envoyant comme ça l'avenir à moyen terme pour récupérer un joueur impactant tout de suite. Gobert du côté des Wolves, Mitchell du côté des Cavaliers, et dans les deux cas on n'a pas sacrifié de contribution sportive à court terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas lâché de joueur majeur du dispositif pour récupérer à contrario un joueur majeur, mais on s'est inscrit dans une logique plutôt de temps long, avec des tours de draft qui viennent graisser la patte de cet homme-là, qui est quelque part le plus heureux là des dirigeants NBA, en récupérant ce très gros package du côté des Cavs. Et c'est assez fascinant finalement de voir que avec 2 petits marchés, il a plus ou moins fait la même chose, et il est arrivé à ses fins. Alors cette vidéo va être plutôt consacrée, même quasi exclusivement consacrée,
à ce que ça apporte ce trade aux Cleveland Cavaliers. Ce que ça apporte à Utah est aussi très 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 intéressant. Ça mériterait de faire une autre vidéo, j'aurais pas le temps de la faire. Mais ce qui est en train de réaliser Utah, le reset quelque part, la reconstruction du Jazz mérite aussi toute notre attention, et ce qu'ils sont en train de faire est aussi très intéressant, donc n'occultons pas ça. Mais là on va vraiment se concentrer sur la partie Donovan Mitchell à Cleveland. C'est ce que je vous disais du côté des Cleveland Cavaliers, c'est que l'acquisition à court terme, elle est relativement peu chère pour les Cleveland Cavaliers, parce que le seul joueur majeur du dispositif de la saison passée qui est perdu, c'est Markkanen, parce que Sexton n'a joué que 11 matchs, il s'était blessé, il n'a pas contribué à la bonne performance de l'équipe la saison passée, donc que les Cavaliers le perdent, ça ne les impacte pas sportivement. Et finalement, la seule perte majeure, c'est Markkanen, qui avait un impact intéressant dans l'équipe, d'après 82games.com, avec leur espèce de matrice de calcul d'impact qui est toujours intéressant. Il ne faut pas se fier que à ça, qui est toujours intéressant à prendre en compte. On voit qu'il avait un impact intéressant. Et quelque part, on a la perte de Markkanen pour l'arrivée de Donovan Mitchell. Ça n'est pas faire insulte à Markkanen que de dire qu'a priori, dans un trade où c'est lui qui part et c'est Mitchell qui arrive, les Cavaliers sont plutôt gagnants sportivement. Donc voilà, acquisition sportivement à court terme qui est assez peu chère pour cette équipe des Cleveland Cavaliers. Et on a des Cavs qui partent sur cette configuration-là sur la saison prochaine, avec Garland, Mitchell, Okoro, Allen, Mobley, donc un 5 qui est bien équilibré, qui est complet, et avec un 5 mineur qui est intéressant, avec le retour de Rubio, avec Levert, avec Osman Saidi, avec Kevin Love et avec Robin Lopez. On peut même partir sur une rotation à 9 où le remplaçant intérieur c'est Love et où Lopez ne joue pas. Et vous avez quelque chose de profond, de très intéressant, de relativement complémentaire et en tout cas sur le papier de cohérent. Donc ce trade à première vue, il est pertinent, il y a de la cohérence. Maintenant, tout l'enjeu de cette vidéo et tout l'enjeu à court terme et à moyen terme pour les Cleveland Cavaliers, c'est de capitaliser sur cette arrivée, et c'est ce qu'on va essayer d'évaluer. Donovan Mitchell aux Cavs, quel impact, quel apport. Alors on va pas lire dans une boule de cristal, on va essayer de se baser comme toujours sur un maximum de données factuelles pour faire une projection. Ça ne sera qu'une projection. L'avenir nous dira si cette projection était vraie ou pas, si la mayonnaise va prendre, si l'alchimie va opérer. On va rester là dans une approche évidemment théorique. Alors déjà, d'où viennent les Cleveland Cavaliers? 20e attaque la saison passée, 5e défense. Donc, si on veut renforcer cette équipe des Cavs, vous êtes un dirigeant de Cleveland, première chose que vous avez en tête, c'est évidemment renforcer l'attaque. C'est là où ça pêche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est 20e attaque, mais on est 15e au tir réel, donc c'est la pondération des tirs à 2 points, 3 points et à 1 point, donc des lancers francs. Donc finalement, on a une adresse qui est moyenne, mais comme on perd beaucoup de ballons, 27e équipe en pourcentage de perte de balles de la NBA, comme on perd beaucoup de ballons, on n'a pas d'opportunité de tenter des tirs où on a une adresse moyenne, et du coup ça dégrade notre attaque. Et quand on regarde la shooting chart des Cavaliers, on retrouve effectivement cette équipe moyenne. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe qui a joué très grand et qui finalement n'a pas, on pourrait s'imaginer comme ça instinctivement que la réussite très près du cercle est très bonne parce qu'on joue très grand la saison passée du côté des Cavs. C'était pas vraiment le cas en fait. On avait une réussite moyenne, on a une belle réussite à 3 points, ce qu'on appelle above the break, là c'est quand la ligne à 3 points est incurvée. A contrario, on a pêché à 3 points dans les corners là où on est censé avoir une adresse élite. Donc on retrouve cette équipe des Cavs qui est moyenne sur la réussite au tir. Et la première chose qu'on analyse, c'est par rapport à cette attaque en adresse moyenne des Cavaliers, que peut apporter un Donovan Mitchell. Alors un Donovan Mitchell, il met beaucoup de points, mais ne vous ôtez pas de la tête qu'en efficacité pure,
eh bien, il a une réussite qui est relativement moyenne, lui aussi. Il a, vous voyez, des qualités de finition qui sont très près du cercle, qui sont inférieures à la moyenne NBA. N'oubliez pas que Donovan Mitchell, il fait 1m85. C'est un petit joueur par la taille. Il compense avec un côté je suis une masse, donc je vais me faire ma place dans la raquette, par des segments à rallonge. Il nous fait des go-go gadgets au bras. Donovan Mitchell, on se demande d'ailleurs en faisant 1m85 comment il peut avoir une envergure aussi large. Ça, c'est le côté mutant. Et quelque part, finalement, à part ici, dans l'axe et à 45 degrés à droite, à 3 points, il n'a pas vraiment une réussite au tir qui fait partie de l'élite de la NBA. C'est ce qu'on retrouve ici au catch and shoot. Je suis à 52% au tir pondéré. Dans les pull-ups, je suis à 51%. Près du cercle, je suis à 56%. Tout ça est très moyen. Et vous voyez que son pourcentage au tir pondéré, donc 2 points et 3 points, c'est le 251e de la NBA sur presque 600 joueurs qui ont joué la saison passée. Donc on retrouve ce niveau médian, et il va chercher de l'efficacité par contre en allant provoquer des fautes. C'est son côté un peu tanké, un peu explosif, puisqu'il a le 34e volume de lancers francs marqués de toute la NBA. Donc il compense quelque part son adresse au tir de champ relativement moyenne par des fautes provoquées, une très bonne réussite au lancer qui booste un petit peu son pourcentage au tir réel. Mais finalement, là où Donovan Mitchell, et on va revenir là-dessus dans le détail un peu plus tard, ce qu'il peut apporter à cette équipe des Cavs, c'est de l'autocréation. C'est-à-dire que sur des paniers clés en main, sur des paniers construits par les coéquipiers, il va avoir un rendement moyen, mais sur la capacité à se créer soi-même son tir, et dans les fins de match serrés, dans les playoffs, dans les matchs un peu compliqués, il faut cette capacité d'autocréation, parce qu'arrive un moment où l'attaque collective s'enraye un petit peu. C'est là où ça peut être très intéressant, on va y revenir après, mais ayez ça déjà en tête, cette adresse globale. Et puis si on va justement dans le détail un petit peu de cette équipe des Cavs, comment est structurée leur attaque, si on veut schématiser, on a une équipe qui est très à l'aise et qui est très efficace en transition. Donc ça c'est bien parce qu'on défend bien du côté des Cavs. Donc on a des opportunités de lancer des contre-attaques, et les contre-attaques qu'on lance, on les convertit par des paniers avec une très bonne fréquence. Donc ça c'est bien. Ça c'est très bien. Par contre, dès qu'on se retrouve un petit peu dans du jeu placé mi-terrain, on a un décrochage de l'efficacité offensive. Donc deuxième chose, dans la progression de cette attaque des Cavs, c'est en fait sur l'attaque placée mi-terrain qu'on a besoin de progresser. Et puis, ce que j'aime bien regarder, ça aussi c'est sur 82games.com, c'est poste par poste par rapport à nos adversaires directs, est-ce qu'on est plus productif ou moins productif? Et on se rend compte que c'est sur le poste shooting guard, alors même si ça ne veut plus dire grand chose, ces 5 postes dans la NBA moderne, on se rend compte que c'est sur le poste de shooting guard en fait que les Cavaliers avaient le plus besoin de se renforcer. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que leur recrue, il a plutôt un profil de shooting guard. Alors shooting guard, c'était le poste de Okoro la saison passée. Donc évidemment que le small forward ici c'est Markkanen, et que le swap Markkanen-Mitchell il va pas se faire sur le poste 2, mais ça reste intéressant aussi à avoir en tête. Quelque part l'arrivée de Mitchell se fait sur un poste où ils étaient le plus en difficulté. Donc ça aussi, ça va dans le sens de la cohérence et dans le sens de la pertinence. Si vous le voulez bien, allons un petit peu maintenant dans le détail de l'attaque. On a vu que Cleveland a besoin de progresser en attaque placée. Et effectivement, quand on regarde la répartition de l'attaque, on comprend tout de suite pourquoi. Sur les spot-up, sur les tirs de champ, eh bien, ils n'ont que la 26e efficacité de la NBA. Donc en gros, ça brique, schématise à Cleveland, ça brique. Et sur le pick and roll porteur de balle, on n'a que la 22e efficacité de la NBA. Donc on a besoin de joueurs qui peuvent exister sur le pick and roll, et sur les renversements on a besoin de joueurs qui peuvent sanctionner. Alors les spot-up, c'est pas que des catch and shoot, c'est pas que réception-tir, ça peut être aussi réception et drive. C'est comme ça que c'est évalué. Autre chose qui est aussi très intéressante avec les Cleveland Cavaliers, la quatrième chose qu'ils font le plus en attaque, ce sont des cuts, donc ce sont des mouvements
100 ballons vers le cercle, exemple un alley-oop, c'est un cut, et à 9% de fréquence, ils ont la 3e plus haute fréquence de la NBA. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les cuts sont des séquences qui rapportent des paniers avec un très haut pourcentage, avec une très haute efficacité, parce qu'en général ce sont des actions vers le cercle, donc vous envoyez un attaquant finir fort près du cercle, et même si les Cavaliers sont moyens dans cette efficacité vers le cercle, le fait qu'ils le fassent souvent, ça peut tirer un petit peu l'attaque vers le haut. Si on va dans le détail maintenant des spot-up, eh bien effectivement on se rend compte qu'à part Kevin Love, qui avait une efficacité à 80%, donc c'est-à-dire qu'il était meilleur que 80% des joueurs NBA, des autres joueurs NBA dans les tirs de champ, mis à part Love qui est classé comme très bon. On n'a aucun joueur qui surnage, quoi. On a soit des joueurs qui sont pas terribles, soit des joueurs qui sont moyens. Alors quand vous êtes évalué comme bon, vous êtes en fait à 54%, vous êtes en fait moyen, hein. Ça peut prêter un petit peu à confusion cette appellation bon. Mais en gros, mis à part Love, personne ne s'en sort bien sur les spot-up du côté des Cavs. Et effectivement, quand on a besoin d'étirer un petit peu l'attaque, quand on a besoin d'exister un petit peu sur des renversements, le fait de n'avoir personne qui peut sanctionner en efficacité, ça pénalise l'équipe. Donc ça, c'est un premier frein. Donovan Mitchell, on l'a vu, sur les tirs de champ, il est lui aussi moyen. C'est pas un Klay Thompson, c'est pas un Steph Curry. Il a quand même une contribution qui est à 1.04 par possession, qui est clairement meilleure que la contribution moyenne de l'équipe des Cavs. C'est surtout sur les catch and shoot purs, hein. C'est-à-dire quand je ne dribble pas, je réceptionne et que je déclenche, qu'il est le plus à l'aise, et aussi quand ça va un petit peu driver vers le cercle. Donc ça c'est des séquences où ça renverse sur lui, il fait par exemple feinte de tir et il va attaquer le cercle. Mais voilà, par rapport aux problématiques de tir de champ de cette équipe des Cavs, Donovan Mitchell peut booster un petit peu l'équipe, mais il ne va pas révolutionner la donne. Premier élément à avoir en tête. Et quand on regarde un petit peu effectivement la répartition des séquences mi-terrain sur les spot-up des Cavs, vous voyez, on retrouve un niveau moyen un petit peu partout. Fidèle à ce qu'on avait vu précédemment. Deuxième chose où les Cavs sont en difficulté en attaque, on l'a vu, c'est le pick and roll. C'est le pick and roll, bien sûr, porteur de balle, hein. Donc c'est quand celui qui bénéficie de l'écran, derrière, soit déclenche un tir à mi-distance ou à 3 points, soit va attaquer le cercle. Et pareil, du côté des Cavs, mis à part Garland, qui a une efficacité à 70%, on n'a personne qui fait partie vraiment du premier quart, hein, du premier cercle de la NBA en efficacité. Ça veut dire que la défense peut anticiper ça en se disant c'est le poseur de l'écran qui va être le plus dangereux, je me concentre pas sur le porteur de balle, sur le tireur, parce que Rubio va envoyer sa brique, parce que Levert va envoyer sa brique. Il n'y a que quand c'est Garland qui a la balle en main que la défense est un petit peu focalisée, ce qui évidemment enraye les performances d'attaque. Là par contre, la contribution de Mitchell, elle est vraiment très 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 intéressante, parce que sur le pick and roll porteur de balle, quand il y a un single coverage, c'est-à-dire quand il y a un seul défenseur, hein, qu'on ne fait pas trap, qu'on ne fait pas blitz, qu'on ne fait pas prise à deux, l'efficacité de Donovan Mitchell sur des séquences de pick and roll porteur de balle, elle est excellente. C'est un excellent joueur de pick and roll, c'est même d'une manière générale un excellent joueur d'isolation. Le pick and roll, quelque part, c'est une isolation, hein. Vous lâchez pas la balle, vous créez vous-même votre propre tir, vous bénéficiez juste d'un apport, d'une aide d'un coéquipier qui pose un écran sur votre défenseur, mais ça reste une séquence d'auto-création de tir. Et à ce petit jeu-là, Donovan Mitchell apporte quelque chose de très intéressant aux Cavs. Il apporte en fait une deuxième solution, ou une première solution en plus de Garland. C'est-à-dire que le danger finalement maintenant est décuplé. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour cette équipe
de Cleveland qui va pouvoir multiplier les dangers en porteur de balle et donc les focalisations défensives. Et le fait d'être très bon finalement sur le pick and roll quand vous êtes en single coverage, c'est-à-dire quand il n'y a qu'un seul défenseur qui vient sur vous, eh bien ça va obliger les défenses adverses à déclencher des prises à deux, à déclencher des blitz, c'est-à-dire que quand il y a une séquence de pick and roll, il y a les deux défenseurs qui montent sur le porteur de balle, qui montent sur Mitchell, et derrière, ça va créer des solutions pour les coéquipiers, ça va créer des solutions de ce qu'on appelle des pass-out, c'est-à-dire que Mitchell, il y a prise à deux sur lui, il ne va pas essayer de forcer face à deux défenseurs, donc il va aller trouver soit le porteur de l'écran qui va ouvrir au cercle, et la saison passée, quand ça se passait comme ça, eh bien, du côté d'Utah, vous voyez qu'on avait une belle efficacité. Ça va aller trouver du tireur de champ. La saison passée, du côté d'Utah, on avait une belle efficacité. Et quelque part, on a, dans cette arrivée de Mitchell aux Cavs, une forme de transposition de ce qu'il connaissait déjà à Utah. Ça aussi, ça va être très intéressant pour lui, pour le fondre assez rapidement dans le moule des Cavs. Parce qu'à Utah, il jouait avec des intérieurs classiques dominants qui posent des écrans et qui ouvrent au cercle. Ces intérieurs classiques dominants, il va les retrouver avec Mobley ou avec Allen. Il jouait avec un autre arrière plutôt en shoot first, plutôt en lui-même en création de tir avec Conley. On retrouve un petit peu ça avec Garland. Ce que Kevin Love peut apporter ressemblait un petit peu à ce que Bogdanovic pouvait apporter à Utah. Donc, quelque part, Mitchell, il arrive en terrain connu. Il arrive avec ses bagages et avec des marques qu'il peut retrouver du côté des Cavs. Mais tout ça pour dire que les poseurs d'écran des Cavs, parce qu'il va y avoir prise à deux sur Mitchell, ils ont intérêt à hausser leur niveau de finition près du cercle, qui, à l'heure actuelle, si on se base sur ce qu'on a vu la saison passée, est moyen. Et ça, c'est embêtant. Mis à part une nouvelle fois Kevin Love qui est lui plutôt sur des pick and fade, donc c'est je pose l'écran et j'ouvre à 3 points, ou mis à part Allen qui pose et qui ouvre vers le cercle, on avait peu de joueurs qui contribuaient assez efficacement. Mobley, on sent encore le rookie qui est timide dans les finitions, qui est un peu frêle à l'intérieur. Les Cavs ont besoin d'un Mobley. Cavs ont besoin d'un Mobley qui pose des bons écrans. J'espère qu'il a passé l'été à travailler là-dessus. Je pose un écran, j'ouvre, je réceptionne et je finis fort dedans. Parce qu'avec Donovan Mitchell, les défenses vont être fixées sur le porteur de balle et Mobley, il va avoir les ouvertures où il va se retrouver tout seul dedans. Donc la progression de l'équipe passera aussi, on en parlera plus tard, par la progression de Mobley sur ces séquences-là. Et puis, au-delà des séquences de pick and roll, il peut y avoir des fixations de la défense d'un côté et on va retrouver le coéquipier qui est tout seul de l'autre. Et là aussi, on a besoin d'une montée en gamme des coéquipiers, des nouveaux coéquipiers de Mitchell sur les renversements, sur les catch and shoot, parce que on a du 50, parce que mis à part Levert finalement qui a 59% sur les renversements, sur les spot-up, on a du 54, 55, 43, 56, ce qui est correct, mais ce qui n'est pas élite. Et là, l'objectif des Cleveland Cavaliers, c'est de passer d'une équipe correcte à une équipe élite. Donc là aussi, les nouveaux coéquipiers de Mitchell, ils vont bénéficier de la fixation de la défense sur lui. Ils doivent progresser dans ces tirs qui vont se retrouver à avoir, où ils vont être tout seuls et ils vont devoir sanctionner. Soit sanctionner à 3 points, soit sanctionner en posant le dribble et en allant finir fort en dessous. Et puis, troisième point qui est très important, qui est une des séquences les plus utilisées par les Cavaliers en attaque, c'est la transition. On a vu que cette équipe de Cleveland était une très bonne équipe de transition avec des séquences lancées par Garland en attaque et avec un Okoro, un Osman, un Markkanen qui n'est plus là mais qui contribue beaucoup, un Love, un Mobley, un Allen. Ces joueurs-là étaient des bons finisseurs en transition et ça permettait comme ça de tirer l'efficacité des Cavs vers le haut. On nuancera un petit peu là avec l'arrivée de Mitchell qui a un profil un petit peu à la Ben Simmons sur la transition. On en avait beaucoup parlé sur Twitter et dans des autres vidéos YouTube du cas Simmons en transition. On avait un petit peu évoqué aussi le cas Mitchell sur Twitter. Il a la même problématique.
C'est-à-dire que il se retrouve porteur de balle sur beaucoup de séquences de contre-attaque. Quand vous êtes porteur de balle, vous faites vivre un peu la contre-attaque, donc déjà il y a le facteur perte de balle. 17% des contre-attaques qui finissent en ballon dans les gradins, forcément vous perdez en efficacité, même si 17% ça reste un chiffre honorable. Honnêtement, ça reste un chiffre honorable pour être porteur de balle en contre-attaque, mais après on retrouve cette problématique de Mitchell en finisseur près du cercle, qui a un niveau de finition relativement moyen, hein. On l'a vu dès lors qu'il s'agit de finir fort près du cercle, et du coup on a un Mitchell qui, quand il est le porteur de balle sur la transition, a un niveau d'efficacité qui est vraiment pas terrible, hein. Vous voyez qu'il est en indice 25. Il est en indice 25, à contrario, un Garland qui est celui qui poussait la contre-attaque en porteur de balle du côté des Cavs s'en sort beaucoup mieux. Et même quand Mitchell n'était finalement pas celui qui poussait la balle en contre-attaque, que c'était Conley par exemple qui poussait en contre-attaque, ses capacités de finition, elles sont correctes mais pas extraordinaires. Donc il y a un sujet Mitchell en contre-attaque. Ce qui est sûr, c'est que dans les séquences où Garland et Mitchell vont jouer ensemble, on a tout intérêt à voir Mitchell ne pas chercher à pousser la contre-attaque, laisser le ballon à Garland et lui plutôt se concentrer sur la finition et laisser Garland à la création. Mais comme ça, en transposant de A vers B, l'apport de Mitchell sur la transition, ça offre, c'est pareil, une deuxième solution, un deuxième joueur qui peut pousser, qui peut accélérer en étant le porteur de balle derrière Garland, et tous les autres courent dans leur couloir pour finir. Mais il y a un éventuel petit sujet Mitchell sur la transition, et même quand on intègre les paniers marqués par Donovan Mitchell plus ses passes décisives, on se rend compte qu'il est en indice 47, quoi. Il est en indice 47 sur 100, donc lui-même en finition propre n'a pas un rendement très très efficace, et il y a un assist turnover ratio à 1.8, ce qui est pas énorme, quoi. Pour un arrière c'est même plutôt faible, donc c'est pas non plus ces passes décisives qui permettent de transcender les coéquipiers et de pousser le niveau de contre-attaque de l'équipe vers le haut. Donc là il y a sujet. Là, il y a sujet, et ça peut être un petit peu dommage parce que ces Cavs, justement, s'en sortaient très bien en contre-attaque. Toujours est-il, on en avait parlé un tout petit peu plus tôt, que Donovan Mitchell arrivait en terrain connu. Il arrive aussi dans une configuration où son intégration, j'ai mis facile entre guillemets, mais peut être facilitée par le fait que le 5 majeur de la saison passée, qui était bien installé du côté des Cavs, tournait très 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 bien, et que lui vient se substituer à Markkanen dans ce 5, où on va retrouver Garland, où on va retrouver Okoro, on va retrouver Allen et Mobley à l'intérieur. On va retrouver 4 joueurs en fait qui avaient déjà beaucoup l'habitude de jouer ensemble, et quand ils jouaient ensemble ça se passait bien, et donc d'avoir ce groupe de 4 qui est déjà là, structuré, et sur lequel les Cavs peuvent s'appuyer, ça facilite grandement l'arrivée de Donovan Mitchell, son intégration, parce qu'il y a déjà un noyau dur qui est là et qui marche bien, et qui tourne bien ensemble. Et même si on regarde le deuxième 5 le plus utilisé la saison passée, à la place de Markkanen, il y avait Wade, et là c'est pareil, on retrouve la même logique, avec un Donovan Mitchell qui vient remplacer un Wade, et ça pareil, c'est prometteur, parce que vous vous dites que ok, les Cavs, ils ont réussi à avoir des différentiels attaque-défense à plus 12, à plus 22, et qu'on leur substitue un Markkanen ou un Wade par un Mitchell, qui est quand même un joueur calibre All-Star, on imagine que ça ne peut que bien se passer. Et ça, une nouvelle fois, c'est la théorie, mais en tout cas, ça, c'est encourageant. Ça aurait été beaucoup plus inquiétant d'avoir eu un 5 majeur la saison passée qui tournait pas très très bien, dans lequel il fallait maintenant intégrer un Mitchell dans une équipe et dans une escouade qui n'était pas très très à l'aise, qui n'était pas très en place. Là, c'est pas du tout le cas. Et ça va grandement faciliter son intégration. Et quelque part, quand on regarde finalement les contributions des joueurs, on voit que les joueurs qui partent, Sexton, il a joué que 11 matchs, mais les 11 matchs où il a joué la saison passée, son apport était catastrophique. Il y a le retour de Rubio aussi, qui n'est pas à minorer, qui connaît en plus Donovan Mitchell. Ils ont joué 2 saisons ensemble du côté d'Utah.
le retour de Rubio qui avait fait des merveilles du côté des Cavs parce qu'avec son côté playmaker, avec son côté je joue pour les autres, dans une équipe des Cavs où le ballon est très très volant, où le ballon n'est pas statique, où il y a beaucoup de mouvements, et bien lui il va voir les intervalles, il va voir les lignes de passe pour aller servir les coéquipiers qui coupent. Donc ça peut booster aussi l'équipe. Au-delà de l'arrivée de Mitchell, il y a le retour de Rubio qui peut faire énormément de bien. Et puis voilà, on se rend compte en fait que tous les joueurs majeurs qui contribuaient sont encore là. Que Sexton, on comprend pourquoi les Cavs n'ont pas eu envie de faire tapis sur lui quand on voit son rendement. Et quelque part, on en revient à Markkanen s'en va, Mitchell arrive. Donc intéressant, très intéressant. Là où il y aura une petite évolution, là où effectivement Mitchell va se retrouver en terra incognita, en terre inconnue, c'est que cette équipe des Cavs, on le disait, c'était l'une des équipes la saison passée qui générait le plus de passes par match. Je ne suis pas en train de parler de passes décisives, je suis juste en train de parler de passes de connexion classiques. On a un jeu très vivant, on a un jeu riche en circulation du ballon, riche en mouvement des joueurs sans ballon, chose qui n'était pas du tout le cas à Utah. Je crois que Utah c'était la 27e équipe la saison passée. On avait une attaque beaucoup plus statique, on avait une attaque beaucoup plus entre guillemets caricaturale, ou en tout cas une attaque de la NBA 2022-2023, c'est-à-dire il y a une séquence généralement de fixation dans l'axe, ou des séquences de pick and roll dans l'axe, et on a 3 joueurs qui éclatent à la périphérie et on va fixer, si la défense vient aider, on décale sur les tireurs et ça tire à 3 points. Ça c'était le jeu d'Utah, pour caricaturer, c'était évidemment plus compliqué que ça. Là du côté des Cavs c'est un petit peu plus riche en mouvement, donc à Mitchell aussi de s'intégrer dans ce moule là, mais ça aussi c'est intéressant pour lui parce que on a vu que sur les tirs au global son adresse était moyenne. Est-ce que dans un dispositif un petit peu plus construit, où il va être un petit peu moins en auto-création, est-ce qu'il ne va pas maximiser un petit peu son rendement dans des séquences plus construites, où on va lui offrir des paniers clés en main collectivement? Est-ce qu'il ne va pas tirer un petit peu son rendement vers le haut? C'est tout l'objet du projet. Mais là, il peut y avoir une petite période d'adaptation qui sera intéressante à suivre. Les Cavs, ils étaient là. Ils étaient dans le haut du panier. On n'a pas parlé de la défense. C'est toujours très compliqué de faire des projections sur la défense. Parce que autant l'attaque, c'est un peu comme un Lego. Vous assemblez les pièces et au final, vous visualisez ce que vous avez construit. Autant la défense, c'est pas de la chimie. Vous pouvez très bien avoir une équipe avec 4 bons défenseurs et un très mauvais défenseur. Et on peut s'imaginer 4 bons, 1 mauvais, la moyenne c'est que vous n'êtes pas trop mal. Et ben non, un mauvais peut vous planter complètement votre défense. Et à contrario, vous pouvez avoir un très bon défenseur et 4 moyens. Et quand vous faites la moyenne de tout ça, on peut se dire 4 moyens et un très bon, ça va faire une défense moyenne. Et non, vous pouvez avoir avec 4 moyens et un très bon, une très bonne défense. Parce que la défense, c'est un petit peu comme les dominos, c'est un petit peu comme un jeu de cartes. Il y a une carte qui tombe et tout peut s'écrouler, donc c'est toujours compliqué de se projeter sur des impacts de défense, mais en tout cas, les Cavs, 5e meilleure défense de la NBA la saison passée. Il n'y a rien défensivement qui ne savent pas bien défendre, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu la saison passée. Donc il n'y a pas de point faible quelque part dans la défense. La protection du cercle était très bonne du côté des Cavs la saison passée, et on a vu que toutes les équipes qui sont allées loin des dernières années, on pense aux Cavs, aux Bucks, on pense aux Warriors, étaient des équipes qui avaient une très bonne protection du cercle. Même les Lakers en 2020 étaient l'une des meilleures défenses de la NBA pour la protection du cercle. C'est un peu le paradoxe dans une NBA qui n'a jamais autant tiré à 3 points. Protéger son cercle, c'est-à-dire bien défendre dans sa raquette, c'est la clé pour avoir une bonne défense globale. Les Cavs étaient complètement inscrits dans ce schéma-là et ça se passait très très bien. Par rapport à ça, si on place Donovan Mitchell, on se rend compte que c'est un défenseur correct. C'est toujours compliqué de ramener un individu parce que vous ne défendez jamais seul, mais
Voilà, sa contestation des tirs de champ, elle est pas mal. Sa contestation des séquences de off-screen, elle est pas mal. Il a un petit peu plus de mal sur pick and roll, isolation. La vraie question, en fait, c'est dans quelle mesure le fait de rétrécir un petit peu le 5 de départ, qui était très très grand la saison passée, ne risque pas de pénaliser un petit peu la défense des Cavaliers. On peut le retourner autrement, parce que Markkanen, quand il se retrouvait via des switches à défendre sur des extérieurs et qu'on lui demandait d'être extrêmement mobile en défense, il pouvait lui aussi se retrouver un petit peu en difficulté. Là, on a une réduction un petit peu de la taille moyenne, on garde quand même Mobley et Allen dans la raquette pour verrouiller le cercle. On a peut-être plus de mobilité à la périphérie, donc ce qu'on va perdre d'un côté, on va vraisemblablement le gagner de l'autre. En tout cas, le niveau défensif global de Markkanen était relativement semblable à ce que proposait Mitchell, hein, c'est ce que vous avez là, regardez. Markkanen, il était en indice 40, donc c'était lui-même ramené à l'individu une nouvelle fois. C'est toujours des stats qu'il faut interpréter avec beaucoup de nuances, hein. Mais c'était également un défenseur relativement moyen, et on retrouve ce profil de défenseur relativement moyen aussi du côté de Donovan Mitchell. On retrouve ce petit gabarit, hein, qui fait que si ça change un peu trop en défense et qu'il se retrouve face à un joueur beaucoup plus grand que lui, forcément il va être un petit peu handicapé. Et on avait la même problématique avec Markkanen, mais de l'autre côté, face à des joueurs plus petits, plus rapides, j'étais aussi un petit peu handicapé. Continuité, j'ai envie de dire, finalement, continuité, c'est un gagné pour un perdu. Les Cavs, malgré tout, même si c'était une équipe très très grande, ne faisait pas partie de l'élite de la NBA au rebond. Pareil, ça pouvait être surprenant. Donc on pourrait se dire, oui, ils vont jouer plus petits, ils vont être dégradés au rebond. Bah, ils étaient déjà pas élites au rebond, donc ça risque de pas être le cas non plus. Affaire à suivre, le fait qu'il y ait aussi le retour de Rubio, qui est un défenseur correct, mais c'est pareil, dès que ça va changer et qu'il va se retrouver un petit peu en mismatch, il va être explosé. Il y a la même problématique avec Levert. Ces joueurs-là vont se retrouver avec des responsabilités, avec pas mal de minutes. Au global, ça peut impacter cette défense de Cleveland, ça peut la dégrader un petit peu par rapport au bloc un petit peu plus homogène qu'on pouvait avoir la saison passée. Alors Donovan Mitchell aux Cavs, l'heure du bilan est venue. On l'a vu dans la vidéo, cette équipe de Cleveland, elle avait besoin de progresser sur ses qualités d'attaque. L'arrivée de Mitchell est complètement en cohérence par rapport aux faiblesses d'attaque de l'équipe. Il y a une progression attendue sur les tirs de champ, même si Donovan, sans être élite, on a vu que sur les catch and shoot, il pouvait apporter un rendement tout à fait intéressant. Donc sur les renversements de l'attaque, Garland va fixer, ça va renverser sur lui, il pourra sanctionner. Et sur toutes les séquences d'auto-création où derrière Garland, il n'y avait pas grand-chose, on a vu que Mitchell, il pouvait énormément apporter à cette équipe des Cavs. Donc on a une recrue de cohérence, on a un initiateur d'attaque pour soulager un petit peu Garland, et ça va être un petit peu le one-two punch, ça va être chacun son tour, on va tenter de mettre KO la défense adverse, et c'est toujours la même problématique. Le succès à moyen terme de Cleveland, quelque part, il ne dépend pas de Donovan Mitchell, il ne dépend pas de Garland, il ne dépend pas de Allen. Ces joueurs-là, ils vont être au rendez-vous, ils vont contribuer. Il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, ils deviennent plus mauvais que les bons joueurs qu'ils sont actuellement. Le succès à moyen terme, vraiment, de cette équipe des Cavs, il va dépendre de la confirmation d'Okoro, notamment sur sa capacité à sanctionner sur les renversements. On a vu la saison passée que son adresse d'un mois à l'autre c'était très inégal. Ça a quand même fini relativement fort, puisque regardez, post-All-Star, on a un Okoro qui était à 44% à 3 points. Alors oui, le volume il est tout petit, hein. On est à 19 sur 43. En gros, on a 2-3 points tentés par match. Mais quelque part, Okoro, on ne lui demandera pas plus. Dans cette équipe des Cavs 2.0, on a un Okoro qui doit être un 3-10, c'est-à-dire je défends dur, et quand ça va renverser pour moi, je sanctionne.
et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc il faut une confirmation d'Okoro sur la capacité à sanctionner quand je vais avoir des tirs complètement ouverts, et pas forcément que sanctionner, mais aussi je fais ma petite feinte où je passe dans le dos de la défense et je vais finir fort dedans. Okoro, il doit absolument travailler adresse à 3 points sur les catch and shoot, et je pose le dribble et je vais finir fort dedans en lay-up, en autorité dans la raquette. Et un Okoro qui se rapprochait des 60% au tir réel et qui viendrait vraiment sanctionner sur les renversements qui lui seront offerts par Garland ou par Mitchell, peut faire énormément de bien à cette équipe des Cavs en attaque, même si c'est sur des petits volumes, parce que la contribution de petits volumes en haute efficacité vous permettent d'avoir une attaque élite. Et puis on est aussi dépendant de la progression offensive de Mobley. On l'a vu, Mobley sur les séquences de pick and roll quand il ouvre et qu'il va vers le cercle, et sur les séquences de cut, sur les backdoors quand il va vers le cercle, il a sur sa saison de rookie un niveau de finition qui est moyen, voire médiocre par rapport à la moyenne NBA. Et là aussi, les Cavs, ils ont besoin d'un Mobley qui est encore très jeune. On va pas lui reprocher en saison de rookie d'avoir une efficacité relativement basse. Mais si cette équipe de Cleveland veut vraiment franchir un cap et passer d'équipe statut playoff à équipe statut contender, on a besoin évidemment d'un Mobley qui, une nouvelle fois, sur les renversements de Garland, sur les renversements de Donovan Mitchell, quand il va ouvrir, flasher vers le cercle et se retrouver tout seul, on a besoin d'un Mobley qui finit fort, qui va dunker sur tout le monde, ou qui va jouer des coudes dans la raquette pour aller trouver les voies du panier. Et puis enfin, il y a la cohabitation avec Garland qui doit être réussie. On en parlait dans la vidéo, Mitchell a déjà eu l'habitude de jouer avec Conley, qui est un meneur plutôt shoot first, qui est plutôt je suis d'abord un scoreur avant d'être un passeur, même si Conley était très très polyvalent et très complet. Évidemment, son profil n'est pas tout à fait identique à celui de Garland, mais Conley avait déjà l'habitude, Mitchell avait déjà l'habitude avec Conley de ne pas avoir le ballon tout le temps en main. C'est ce que je veux vous dire. Alors que Garland, quelque part, la saison passée, la saison de son explosion, dès lors que Sexton se blesse et dès lors que Rubio pareil se blesse, Garland a eu toutes les responsabilités et quelque part il a excellé dans ce rôle. Donc là, il va falloir le replacer dans une situation où il va avoir un petit peu moins le ballon en main. Regardez Garland, il était là, parmi les joueurs qui touchaient le plus la balle en fréquence par match. Il faisait vraiment partie de l'élite de la NBA, donc il a eu beaucoup le ballon en main la saison passée. Là, il va l'avoir un petit peu moins. Dans quelle mesure il va réussir à exister un petit peu sans ballon? Alors, ce qui tombe bien, c'est que dans le jeu des Cavs, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de mouvements, donc il y a une possibilité d'exister sans ballon, mais à lui aussi d'intégrer ça dans ces Cavs 2.0, parce qu'il y a un partage du ballon là qui va devoir se faire en équité avec Donovan Mitchell. Donc tout ça sera à suivre. Ça va être absolument fascinant. Alors ce qui est encourageant, c'est que la saison passée, on n'a pas un énorme échantillon, mais les quelques matchs où Garland et Sexton ont joué ensemble, Garland en fait il était à 63% tir réel, donc quand il y avait un partage de la gonfle, vous voyez le taux d'usage, on était à 25% grosso modo chacun entre Garland et Sexton. Garland s'en tirait très très bien et c'était Sexton qui était en souffrance absolue. Espérons pour l'avenir des Cavs qu'on ne revive pas ce scénario avec un Mitchell qui subit et un Garland qui excelle. Il faut que là les deux excellent en se répartissant effectivement entre 25 et 27% de taux d'usage en attaque, mais ça évidemment ça sera à suivre. Ce qui est plus inquiétant, c'est que la saison passée, quand on a eu une config où il y avait Garland et Sexton ensemble sur le terrain, on a une équipe des Cavs qui tournait à 1,07 points par possession, là où l'adversaire était à 1,12 points par possession. Donc Cleveland subissait à mort dans cette config. C'est en grande partie dû à la contribution de Sexton qui était catastrophique. Les 11 matchs de Sexton la saison passée ont été absolument catastrophiques. Ça a torpillé les Cavs.
Et c'est d'ailleurs pour ça que Cleveland n'a pas voulu se positionner pour lui proposer un nouveau contrat, une extension derrière. Mais voilà, cette cohabitation Garland-Mitchell, elle va être à surveiller parce que les deux joueurs ont un profil assez similaire, ont une façon de jouer assez similaire, ont une contribution d'attaque assez similaire. Donc on va pas vraiment être en complémentarité, on va plutôt être en interchangeabilité. C'est-à-dire que chacun notre tour, on va fatiguer l'attaque en lançant du pick and roll, en lançant des isolations, en lançant des séquences de transition. On va fatiguer la défense, pardon, vous aurez compris. À voir aussi comment, quand l'un a le ballon, l'autre peut exister. C'est ça aussi qui va être le défi de coach Bickerstaff, c'est qu'il va falloir créer des séquences de mouvements sans ballon où quand Garland a la balle en main, c'est un Mitchell qui bénéficie d'un écran, qui fait des curls, qui va au cercle ou qui jaillit et bam, la passe lui arrive, réception tir, ficelle. Et idem de l'autre côté. À surveiller, ça va être très intéressant de voir comment les deux vont évoluer. Ma crainte, c'est que ça soit un peu à la Chris Paul, James Harden version Rockets. C'est-à-dire que on fait chacun notre tour, notre truc, c'est une possession chacun, on fait notre tambouille, notre magie, chacun notre tour, et pendant que un a la balle, l'autre regarde. Ça serait triste, ça serait dommage. Donc là, il y a vraiment un challenge pour coach Bickerstaff d'impliquer celui qui est off-ball et d'impliquer celui qui est on-ball pour que ça soit pas chacun son tour, mais ça soit ensemble. Voilà, on parlait des profils relativement similaires. Regardez, on a très bon sur le pick and roll, très bon sur l'isolation des deux côtés, sur les tirs de champ, un rendement moyen. C'est presque des clones, hein. C'est Clone Wars. Donc ça va être intéressant, ça va être vraiment intéressant. Ça va être nul doute ultra athlétique, mais ça va être vraiment cette cohabitation, quelque chose à surveiller de très très près. Alors, petit exercice de projection, hein, ça c'est ma petite recette maison. J'ai essayé, en partant du postulat que Okoro et Mobley allaient progresser un petit peu en efficacité d'attaque, que Donovan Mitchell et Garland allaient jouer ensemble, que la défense allait, on en a parlé certes un petit peu, se dégrader, mais que le bloc allait se maintenir dans un niveau relativement correct. Et ce que j'arrive ce à quoi j'arrive, c'est que cette attaque des Cavs, qui était la 20e attaque de la NBA, c'est soumis à conditions que je vous ai fixées, mais je suis pas en train de vous dire il faut que Mobley et Okoro soient à 70% au tir, hein. J'ai fait une projection sur une progression raisonnable. On peut avoir une attaque des Cavs, et ça c'est fascinant, qui arrive à la 5e ou à la 6e place de la NBA, tout simplement parce que la grosse faiblesse c'est l'attaque placée, et qu'avec l'arrivée de Mitchell, on a des solutions en plus sur attaque placée. On a un Okoro qui va sanctionner un peu mieux à 3 points, un Mobley qui va sanctionner un peu mieux au-dessus, et on peut avoir une attaque. J'ai été moi-même surpris quand je suis arrivé à ce résultat-là. On a une attaque des Cavs qui peut arriver dans l'élite de la NBA dès la saison prochaine ou dès la 2e saison si la progression de Mobley et Okoro se font un petit peu plus lente que prévu. Et au niveau de la défense, on avait la 5e meilleure défense. Il va y avoir une petite dégradation pour les raisons que je vous ai expliquées. Même Okoro qui va se retrouver à jouer sur le poste d'ailier, je crois qu'il fait 6'5", donc il fait 1m96. Donc même s'il est lui-même un peu tanké, on a globalement une structure avec Garland, Mitchell et Okoro qui va être relativement petite entre guillemets, et qui donc peut se retrouver un petit peu exposé sur des mismatchs, sur des changements ou sur des aides où il faut venir protéger le cercle. Donc je pense qu'il va y avoir une dégradation de la défense, mais qu'on devrait rester entre la 9e et la 10e place. Donc vous avez une équipe dans le top 10 en attaque, vous avez une équipe dans le top 10 en défense, vous avez déjà toutes les bases d'un contender qui sont en train de se mettre en place. Donc ce qu'a fait cette équipe de Cleveland est assez intéressant. C'est on est un petit marché, on sait qu'à la free agency, même si on a de l'argent disponible, même si on a une bonne équipe, on ne sera pas attractif parce que par rapport aux villes côtières,
aux villes de Californie, aux villes de la côte Est, type New York, Philadelphie, Boston, etc. On va pas se voiler la face, les joueurs NBA, c'est des jet-setters, ils aiment le bling-bling. Quand vous êtes dans l'Ohio, à Cleveland, vous n'avez rien de bling-bling à offrir aux joueurs NBA. Donc, même en étant très bon et en ayant du cap, en ayant de l'argent en banque, on sait que ça va être très compliqué d'attirer des bons free agents à l'intersaison. Donc, il faut forcer le destin. Et c'est ce que les Cavs ont fait avec ce blockbuster trade pour attirer Donovan Mitchell. Il y a une ossature qui est vraiment intéressante, qui est sécurisée pour plusieurs saisons. Ça va être fascinant à observer. Ces Cavaliers peuvent vraiment faire de belles choses avec ce groupe. Les éléments sont là, les marges de progression elles sont connues, donc les joueurs ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça va être une équipe que je vous recommande vraiment de regarder la saison prochaine. Le jeu proposé par coach Bickerstaff il est intéressant, et ça va être aussi la montée en régime de ce groupe, la maturation de ce groupe, parce qu'il y a encore des joueurs qui sont très jeunes, qui peut être fascinant, et on peut avoir un peu un parcours à la Warriors. Les Warriors, pareil, sont constitués avec un noyau dur de jeunes qui s'est capitalisé jusqu'à connaître les niveaux qu'on a connus. Donc, écoutez, ça sera fascinant. On sera là pour regarder ça, et d'ici là, évidemment, bon match à tous.